Là, je donnerai la parole à Dr Turcotte. Dr Éric Turcotte est clinicien-chercheur, spécialiste en médecine nucléaire et professeur à l'Université de Sherbrooke, où il enseigne la médecine nucléaire et particulièrement la tomographie d'émission par positron, TEP, aux étudiants en médecine du Canada et d'ailleurs, aussi bien qu'à plusieurs spécialistes en médecine nucléaire canadiens désirant compléter une formation surspécialisée dans le domaine de la TEP. Dr Turcotte est un expert en recherche translationnelle permettant le passage des radiotraceurs de l'étape préclinique à l'étape diagnostique ou thérapeutique chez l'humain. Mais surtout, il est le chef clinique du Centre d'imagerie moléculaire de Sherbrooke, où nous pouvons avoir accès au test diagnostic Gallium-68. À l'été 2016, Dr Turcotte et son équipe ont apporté l'imagerie TEP au Gallium-68 octréotate au Canada. Ils ont négocié avec le ministère de la Santé des Services sociaux du Québec pour que tous les Québécois puissent avoir accès gratuitement à cet examen. Ainsi, le Québec est l'unique province qui offre un accès sans obstacle à cet examen. Bon après-midi tout le monde. On a profité pour brancher le système. Et voilà. J'espère que tout le monde a bien mangé. Oui. Hein? Personne ne s'endort. Super. Vous m'entendez bien? Oui, merci. Parfait. Écoutez, Dr Éric Turcotte, spécialiste en médecine nucléaire, professeur en médecine. Ce que j'ai appris durant les dernières années, c'est deux caractéristiques principales des personnes qui ont une tumeur neuroendocrine quand ils viennent nous rencontrer. La première, je crois que vous êtes les patients les plus informés de votre maladie. On vous pose des questions, vous avez toujours les réponses. Vous vous connaissez à la perfection, probablement mieux que le docteur lui-même. La deuxième chose, vous nous posez beaucoup trop de questions. Mais ça, on aime ça comme ça parce que c'est ça qui nous fait évoluer à l'intérieur de ça. Donc, à titre de professeur de médecine, pour les 30 prochaines minutes, je vais vous décerner la mention de résident en médecine nucléaire, où est-ce qu'on va revoir l'imagerie fonctionnelle en prévision de vos examens du Collège Royal qui vont être dans 3 semaines. Parce que dans cette période-ci, justement, on donne beaucoup de cours aux étudiants en médecine qui vont commencer le 1er juillet en tant que vrais docteurs spécialistes et actuellement sont en train de faire leurs examens. Donc, soyez attentifs parce qu'il y a probablement des questions à l'intérieur qui pourraient être à votre examen final. Donc, premièrement, vous connaissez très bien les tests d'imagerie. On vous parle, on va vous faire passer un scanner, une résonance magnétique, une échographie. C'est des tests d'imagerie, mais c'est des tests d'imagerie qu'on appelle anatomiques. Hein? On regarde la structure du corps, la forme du foie, et on essaye de voir avec des techniques d'injection de contraste s'il y a des déformations à l'intérieur qui pourraient cacher un cancer. Vous voyez ici, j'ai mis une belle flèche bleue qui vous montre le cancer à l'intérieur de l'abdomen. À l'examen, il n'y aura pas de flèche bleue. Hein? Vous allez devoir deviner vous-même que cette lésion-là se trouve à être une tumeur neuroendocrine. Mais cette lésion-là, ce n'est pas la lésion primaire, c'est une métastase de la tumeur neuroendocrine. Maintenant, à quel endroit que la lésion primaire se trouve? Elle est où, cette lésion-là, qui a occasionné la métastase? Au travers des intestins, à l'intérieur de tout le corps. Bonne chance. C'est là qu'il faut chercher. On va regarder à l'intérieur d'images, des centaines d'images, des milliers d'images qu'on va regarder attentivement pour essayer de trouver le détail qui pourrait nous montrer la source. Ça, c'est le CT scan. Ensuite, la résonance magnétique, c'est une imagerie, hein? Vous avez sûrement rentré à l'intérieur de l'anneau, on vous met quasiment des bouchons dans les oreilles parce que ça fait des gros tac, 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 quasiment une demi-heure, 1 heure. C'est une imagerie qui est hautement performante, extrêmement bonne pour voir les lésions au niveau du foie. C'est probablement même la meilleure technique d'imagerie au niveau du foie. Par contre, vous restez combien de temps à l'intérieur de l'appareil pour faire que des images au niveau du foie? Une demi-heure, 45 minutes, 1 heure. C'est des images qui sont très, très longues. Donc, vouloir appliquer cette modalité-là pour le corps entier, on resterait des heures de temps à l'intérieur de l'appareil, puis on dit toujours qu'il ne faut pas bouger dans cet appareil-là. Donc, c'est quelque chose qui est très peu réaliste. Ensuite, vous avez ici l'échographie. Donc, on voit ici très, très bien la lésion au niveau du foie. Donc, je vous l'ai encerclé. Encore là, l'examen, le cercle ne sera pas là.
Ça, c'est un examen qui n'est pas utilisé en tant que tel pour diagnostiquer. C'est un examen qui va permettre plutôt de localiser une lésion pour pouvoir aller faire une biopsie au niveau du pancréas ou à l'intérieur du foie. Donc, c'est très rare qu'on va utiliser autrement l'échographie, très utile pour les chirurgiens durant l'opération pour vérifier si le foie est bel et bien sain avant de terminer l'opération. Donc, cette imagerie anatomique-là, c'est une imagerie qui est quand même performante parce qu'on le fait. Donc, si on le fait, c'est parce que ça fonctionne bien. Mais qu'est-ce qui est caractéristique des tumeurs neuroendocrines? C'est que c'est des tumeurs qui croissent très, très, très lentement. Hein? On peut faire un premier scanner, on ne voit pas la lésion. On répète un autre scanner 6 mois plus tard, mais les lésions, ils grossissent tellement lentement. En termes d'années, c'est avant que ça prenne une grosseur qui peut être quasiment visible par les appareils. Ce qui fait que même sur des examens sérieux et on s'acharne pour pouvoir trouver les lésions, ça peut prendre plusieurs examens. Puis je suis pas mal certain qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous dans l'audience qui n'ont pas passé plusieurs scanners avant qu'on mette la main sur la fameuse lésion. Et aussi, je vous l'ai montré tantôt sur le scanner, les lésions sont bien cachées à l'intérieur du corps et ils peuvent être très très petites et à ce moment-là, ça devient très dur de les trouver. Donc, et une autre chose, c'est pas parce qu'on voit une lésion que la lésion est nécessairement non plus une tumeur neuroendocrine. Donc, les tests d'imagerie peuvent donner des résultats qui parfois ne sont pas de la tumeur et qui peuvent nous envoyer sur une fausse piste. Donc, imaginez-vous, si on était capable que plutôt que de chercher une lésion sur un test d'imagerie, on était capable plutôt de regarder le comportement de la cellule. Hein? Quelle est la caractéristique principale du cancer que j'essaie d'imager, qui la différencie des cellules qui sont autour d'elle? En voulant faire un test d'imagerie avec ces caractéristiques-là, à ce moment-là, on vient de tout enlever la composante de rechercher une lésion. Parce qu'on va rechercher une cellule ou un petit paquet de cellules qui se comportent différemment des voisines. Et ça, c'est le principe de base de l'imagerie fonctionnelle. Et quand vous venez en médecine nucléaire, c'est généralement un test d'imagerie fonctionnelle. Donc, on regarde le comportement de la cellule comparativement aux voisines, et c'est ça qui nous permet de trouver le cancer ou de voir des cellules qui sont saines. Donc, vous voyez, un CT scan, c'est des belles images en noir et blanc. Moi, j'appelle un CT scan comme le jeu Où est Charlie, mais en noir et blanc. Hein? On voit très, très bien le détail. Par contre, trouver Où est Charlie en noir et blanc, honnêtement, c'est aussi difficile que même quand il est en couleur, parce que quand il est en couleur, c'est en rouge et blanc. Donc, en noir et blanc, pas grande différence. Mais Charlie est à l'intérieur, on le recherche. L'imagerie fonctionnelle, comme je vous disais, c'est qu'on interroge plutôt la cellule. Est-ce que je suis capable de rendre une cellule avec un signal qui va nous permettre de voir à l'intérieur du corps, comme ici par exemple, Charlie en rouge, mais avec moins de détails autour. On voit moins bien à quel endroit il se trouve, mais on sait que Charlie il se trouve à cet endroit-là. Nos appareils aujourd'hui combinent à la fois le scanner et à la fois l'imagerie fonctionnelle, ce qui fait qu'on est capable d'avoir des belles images avec un très haut détail. Et en plus, je pourrais vous dire que l'imagerie fonctionnelle, c'est probablement la discipline en médecine où est-ce qu'on triche le plus. Parce qu'on triche en allant porter de la lumière directement où est-ce que notre lésion se trouve, où est notre Charlie, et la lésion se met à être lumineuse à l'intérieur du corps. Alors, je pense que c'est la plus belle façon de vous imaginer les tumeurs neuroendocrines. Donc, pour que ça fonctionne, il y a un certain principe de base. Donc, on regarde toujours au point de vue cellulaire quelle est la caractéristique principale d'un cancer. Ça, c'est vrai là, pour toutes les imageries fonctionnelles. Ça peut s'appliquer pour le cancer du sein. Mais pour la tumeur neuroendocrine, la caractéristique principale, c'est la présence de récepteurs à la somatostatine. Hein? Plusieurs personnes d'entre vous, vous recevez un analogue de la somatostatine parce que c'est des tumeurs qui sont riches en récepteurs à la somatostatine. Donc, nous, on va utiliser cette faille-là comme étant notre caractéristique de l'imagerie fonctionnelle que l'on veut cibler. Donc, pour pouvoir, et on va illustrer ça comme étant un petit peu comme notre cadenas. Okay? Donc, le récepteur à somatostatine, c'est notre cadenas, c'est notre cible que l'on cherche à l'intérieur du corps. Par la suite, il nous faut une clé. Une clé qui va juste aller ouvrir ce cadenas-là. On ne veut pas qu'elle ouvre des cadenas à d'autres endroits, parce que c'est juste la tumeur neuroendocrine qu'on veut imager. À ce moment-là, on va utiliser qui va aller uniquement au niveau du récepteur à la somatostatine, et on va prendre un analogue de la somatostatine. Et c'est là que vous allez avoir comme l'imagerie à l'octréotate, à l'octréonoc, à l'octréotoc, entre plusieurs lettres, 3 lettres, 4 lettres. Mais en réalité, c'est tous des analogues de la somatostatine qui sont différents dans leur séquence, mais qui vont tous s'en aller au niveau du récepteur à somatostatine. Bon,
Le complexe, maintenant qu'on sait qu'on a notre clé qui vise notre cadenas, en médecine, surtout en imagerie fonctionnelle, c'est pas tellement utile. Il faut attacher quelque chose à l'intérieur, à cette molécule-là, il faut attacher une lumière. Et c'est ça qu'on appelle le fameux radioisotope. Hein? L'isotope, on pense à radiation, médecine nucléaire, mais en réalité, moi, je vous invite à regarder ça plutôt comme étant une lumière. Une lumière qui est très intense, que lorsqu'elle est à l'intérieur du corps, elle est assez lumineuse pour pouvoir sortir du corps et pouvoir nous montrer à quel endroit qu'elle se trouve. Donc, cet isotope-là, on l'attache à notre clé, donc à notre somatostatine, et on envoie ça à l'intérieur du corps humain. Et on n'envoie pas juste une, hein, on en envoie des milliers de milliards de ces petites lumières-là à l'intérieur du corps qui ont la somatostatine et qui vont passer à côté de chacune des cellules, posant la question, as-tu un récepteur à somatostatine? Si oui, le produit s'y colle, puis il va rester là. Sinon, il va continuer son chemin. Il va continuer comme ça dans le système pendant des heures et des heures, jusqu'à temps qu'il ne trouve pas son cadenas. Donc, c'est quelque chose qui est très utile parce que notre traceur est toujours en circulation et ça nous donne plus de chances de trouver à quel endroit que la lésion se trouve. Et ça, c'est très utile parce que les images que l'on fait en médecine nucléaire, c'est de l'imagerie pancorporelle. De l'imagerie pancorporelle, pour nous, ça veut dire qu'on va imager de la tête environ jusqu'à la mi-hanche. Parce que les tumeurs neuroendocrines peuvent se cacher partout. Donc, pour nous, c'est contre-intuitif de dire je recherche une lésion qu'au niveau du foie, lorsqu'on sait que la lésion elle peut se cacher n'importe où, au niveau du poumon, autour du cœur. Donc, d'emblée, on va faire une imagerie de la tête jusqu'aux hanches. On pourrait se rendre jusqu'aux pieds, même si on a un doute. Mais on essaie vraiment de voir à tous les endroits où est-ce que les lésions peuvent se trouver à l'intérieur du corps. Et croyez-moi, ça peut se localiser partout. C'est une surprise à chaque fois. Ça, c'est le test d'imagerie que vous pouvez avoir partout au Canada, que vous connaissez sous le terme de Octreoscan. L'Octreoscan, il y a environ 630 appareils au Canada qui sont capables de faire ce type d'imagerie-là. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller dans une autre province. On peut vous faire ça au Québec, puis tout le monde peut l'avoir dans sa propre province. La beauté de cet examen-là, justement, au point de vue disponibilité, et c'est une imagerie qui est tridimensionnelle. Donc, à l'intérieur du corps, on est capable de naviguer et de localiser, vous voyez, les endroits qui sont en orange, qui sont des endroits qui ont des accumulations du récepteur à somatostatine. Donc, normalement, les endroits, ce sont des endroits de tumeurs neuroendocrines, sauf ça ici, il ne faut pas avoir à l'examen, c'est la vessie. Ce n'est pas une tumeur, cet endroit. Le défaut de l'examen, c'est un examen qu'on maîtrise depuis 1994. La technologie n'a pas progressé dans les années. Donc, c'est des examens qui demeurent avec une limitation. Si la tumeur elle est plus petite que 1 cm, il y a bien des chances qu'on la manque. Vous voyez, les images ont quand même un certain détail, mais j'avoue que c'est assez tempête de neige. Hein? Ce n'est pas quelque chose de très, très clair comme sur un scanner, mais ça donne quand même une bonne impression. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est que l'avancée technologique s'est faite avec l'apparition d'un nouveau type d'appareil qu'on appelle la tomographie d'émission par positron, le TEP scan. En anglais, on l'appelle le PET scan, Positron Emission Tomography. C'est la même chose. Ça fait juste référer à l'appareil. C'est un appareil qui fonctionne avec des radioisotopes, comme nos vieux appareils, mais qui fonctionne de façon différente et qui fonctionne avec une nouvelle gamme d'isotopes. Donc, les technologies ne sont pas compatibles. Je ne peux pas prendre de l'Octreoscan et d'imager ça avec mon nouvel appareil. L'autre chose, je vous avais parlé que la médecine nucléaire, on avait 630 appareils qui pouvaient faire de l'Octreoscan. Si on veut s'en aller en tête, on tombe avec 17 appareils au Québec, 45 appareils au Canada. Mais vous voyez que le Québec n'est quand même pas la province pauvre. Hein? On a la grande majorité de ces appareils-là en sol canadien et on a probablement la plus grande accessibilité canadienne à l'examen avec le TEP scan. Meilleure résolution, avec ça on est capable de voir des petites lésions de 4 mm, 5 mm, plus dans le range des lésions qu'on aimerait trouver pour les tumeurs neuroendocrines. Et maintenant, avec les fabuleux ordinateurs, on est capable de naviguer à l'intérieur du corps humain en 3 dimensions. Donc, vous avez les images anatomiques de très belle qualité ici dans le centre. Vous avez les images fonctionnelles. L'ordinateur nous fusionne les deux et on navigue à l'intérieur du corps humain. Un peu comme un jeu vidéo. Et on essaie de localiser chacune des lésions, une par une. Et on fait un rapport qui va relater chacune des lésions et tenter de reconstruire l'histoire de la maladie.
à chacun des rapports qu'on fait. Parfait. Donc, maintenant, à quoi ça ressemble un examen à l'octréotètre? Donc, je vous présente ici un examen à l'octréoscan, donc l'examen standard que plusieurs personnes ont eu et qui demeure encore un examen utilisé au Canada, d'une personne qui était évaluée pour une tumeur neuroendocrine avec une métastase au niveau de l'abdomen. Donc, ceci, c'est une métastase. Ce patient-là vient maintenant à Sherbrooke. On lui fait un examen à l'octréotètre. On voit extrêmement bien la lésion au niveau de l'abdomen. Par contre, on aurait manqué une métastase au niveau hépatique. Un cas, parmi tant d'autres, on est déjà rendu à 640 examens depuis le départ de l'octréotètre à Sherbrooke. Et ça, c'est un cas qui peut être convaincant, mais je vais essayer de vous convaincre avec un autre cas. Imagerie à l'octréoscan, fait l'été passé. On voit des lésions au niveau du cou, des lésions au niveau du ventre. Regardez bien maintenant l'examen à l'octréotètre. OK? Alors là, ici, on parle d'un octréoscan qui n'a pas manqué une lésion. Elle vient probablement d'en manquer une centaine de lésions. OK? Donc ça, c'est juste pour vous illustrer la puissance du test d'imagerie. Et comme je le dis souvent là, à mes étudiants, le cancer, c'est une guerre. OK? Pour mener une guerre, il faut avoir le plus d'informations possible. Il faut avoir aussi un bon commandant, qui est votre oncologue. Tantôt, on a même entendu quelqu'un qui faisait de la cuisine en cuisant du foie, avec ses sondes, sa radioablation. Mais c'est juste pour vous illustrer que c'est une guerre, et pour gagner une guerre, on ne peut pas naviguer à l'aveugle. Hein? Il faut avoir le plus d'informations sur le cancer, sur sa biologie qui est donnée par la pathologie, mais également au niveau de son étendue. Et l'examen à l'octréotètre est de loin le meilleur test actuellement qui est disponible, probablement sur la planète Terre, probablement dans l'univers, pour être capable de faire l'étendue la plus sensible. Je vous parle qu'aujourd'hui, ça l'est. Peut-être que demain, on va trouver un nouveau test d'imagerie encore plus performant. Ce n'est pas un examen qui est parfait, mais ce n'est qu'un début et le test va juste aller en s'améliorant. Mais on vient de faire un saut flagrant en termes de sensibilité. D'autres avantages de l'examen à l'octréotètre, premièrement, vous demeurez radioactif beaucoup moins longtemps. Au bout de 6 heures après l'injection, vous n'êtes plus radioactif comparativement à l'octréoscan qui pourrait prendre jusqu'à 12 jours, 14 jours avant d'avoir éliminé complètement la radioactivité. Le test d'imagerie a 12 fois plus de sensibilité. Ça veut dire que lorsque vous avez un événement, comment je pourrais dire, une molécule d'octréoscan qui va se coller sur la tumeur, l'octréotètre, elle, va en avoir 12 qui vont aller se coller dessus. Donc, ça va nous permettre de mieux voir les petites lésions. L'examen, en termes de temps, c'est incomparable. Un octréoscan, on vous injecte, on vous fait revenir 1 jour plus tard, 2 jours plus tard, vous restez couché sur l'appareil pendant 2 heures, 4 heures. C'est des examens qui sont extrêmement longs. Un examen à l'octréotètre, vous venez à Sherbrooke. En passant à Sherbrooke, c'est une très très belle région, hein, c'est au bout de l'autoroute 10. Une petite publicité comme ça. Le parking ne coûte pas cher, puis vous allez avoir vraiment pas de misère à trouver le stationnement. Donc vous arrivez, vous prenez votre billet de stationnement, vous rentrez dans le centre d'imagerie, on vous dit bonjour, on vous prépare, on vous injecte le produit. Vous attendez 60 minutes dans la salle d'attente, il y a un beau téléviseur, vous pouvez jaser avec vos voisins, tout ça. On vous appelle, vous passez en dessous de l'appareil 25 minutes, on vous ressort l'appareil, bonne journée. C'est ça un examen à l'octréotètre, ça se fait comme ça. Les patients de l'Ontario arrivent en avion à Trudeau, descendent à Sherbrooke, font leur examen, reviennent à Trudeau et ils sont chez eux le soir même. C'est super, c'est très super. Ça serait encore mieux si tout le monde pourrait l'avoir dans son propre centre hospitalier, mais on va y arriver un jour avec cette possibilité-là. Côté sensibilité, c'est l'examen qui est de loin le meilleur. Donc, on parle de sensibilité de 93 %. Donc, lorsqu'il y a une tumeur de visible, dans 93 % des cas, le test va être capable de localiser la tumeur. Et c'est un test qui, malheureusement, dans ses défauts, va très bien fonctionner lorsque le Ki-67 est fait. Donc, plus qu'on est dans les tumeurs de type G1, à la limite G2 et non G3, l'examen va être très performant parce que c'est des tumeurs qui sont très riches en récepteurs à somatostatine. Vous avez sûrement déjà entendu parler du TEP-scan au FDG. Selon de vous qui ont déjà eu ça, les TEP-scans au FDG, au sucre radioactif? Oui, on a une main ici qui se lève.
Ça, là, c'est le test actuellement qui est utilisé dans 99% de nos imageries au TEP-scan. Au lieu d'utiliser un récepteur à la somatostatine, on va utiliser quelque chose de plutôt générique. On injecte du sucre lumineux à la personne. Le cancer, lui, étant donné qu'il dérive de nos cellules, pour vivre, a besoin de sucre. Et il ne fera pas la différence entre du sucre normal versus du sucre lumineux. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le cancer est très gourmand de sucre. Donc, en injectant du sucre lumineux, le cancer, lui, se met à accumuler ça, lui, il n'a pas de problème, c'est comme le bar est ouvert, il va consommer. Par contre, nous, notre lumière va s'accumuler à l'intérieur du cancer. Donc, ça va nous permettre de bien localiser, d'une autre façon, des types de cancers. Et ça, là, on le fait à longueur de journée. Vous avez ici un exemple de mélanome. Tous les points noirs que vous voyez ici, c'est des petites lésions de mélanome. Ça ici, c'est la vessie. Ça ici, c'est une métastase au niveau du foie. Pour le cancer du sein, donc le cancer qui consomme énormément de sucre. Et vous avez ici un énorme cancer du rein. Et ça, on fait énormément de cas par jour avec ce traceur-là. Par contre, pour les tumeurs neuroendocrines, c'est une autre histoire. Vous avez ici un exemple d'un examen au FDG qui est normal. On ne voit pas rien d'anormal sur l'examen. Mais on pensait que cette personne-là avait une tumeur neuroendocrine. Regardez, la même personne, à une semaine d'intervalle, un examen normal, a raté, et ça c'est quand même de la haute technologie, a manqué une lésion au niveau du pancréas, avec des ganglions au niveau du ventre, même des lésions au niveau du thorax. Donc, c'est pas peu dire, l'examen était vraiment à côté, a passé à côté de plein de lésions. Et ça, c'était des tumeurs de type G1, donc avec un indice de prolifération inférieur à 2%. Par contre, l'inverse est vrai également. Il existe des examens où est-ce que l'octréotate va être complètement négatif, mais l'examen au FDG, le sucre radioactif, va être positif. Et ça, c'est typiquement des tumeurs de type G3, des tumeurs, des carcinomes neuroendocriniens, donc beaucoup plus agressifs que la base. Donc, pour nous, en termes d'imageurs, on va jongler avec de l'imagerie à l'octréotate versus le FDG pour tenter de caractériser les lésions en disant cette portion-là, elle est bien différenciée, cette portion-là commence à devenir plus agressive. Et on fait les yeux de l'oncologue pour être capable de lui dire ces lésions-là, ils ne causeront pas de problème, mais celle-là, là, elle risque de causer plus de problèmes. C'est vers ça qu'on évolue en imagerie fonctionnelle au FDG, d'essayer de diviser qu'est-ce qui ne causera pas de trouble de qu'est-ce qui risque de vous donner des problèmes dans les semaines à venir. Et vu que rien n'est parfait, parce que j'en reçois des appels de personnes comme vous qui ont eu un examen à l'octréotate, parce que j'aime ça savoir les résultats, hein. On s'améliore à l'intérieur de ça. Et on reçoit parfois des appels qui disent l'examen était négatif et on était en chirurgie et on a vu des lésions. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vous avez un examen qui est à l'octréotate négatif, ben, il y a deux raisons. La première, c'est peut-être, c'est vrai qu'il n'y a plus de cancer, hein, qu'il ne reste plus rien du tout. Ou d'abord, c'est parce que le test est en erreur. Et là, à ce moment-là, si le test est en erreur, c'est en faisant des suivis, en vous réimageant 6 mois, 12 mois plus tard, qu'on va tenter de rattraper et de voir qu'est-ce qui s'est produit au niveau du test d'imagerie. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, on utilise l'octréotate, mais si demain je trouve quelque chose de meilleur, ça va être un nouveau test qu'on va vous offrir. Donc, il reste encore des choses à régler. Ce n'est pas le test parfait. On est encore à la recherche, et c'est ça qui nous motive. Donc, pour les tumeurs neuroendocrines, c'est un test qui est certainement un standard maintenant pour les tumeurs gastro-intestinales. Les tumeurs pancréatiques, c'est certain, c'est selon moi un incontournable. On a fait beaucoup d'imagerie pour les carcinoïdes typiques et atypiques pulmonaires. Phéochromocytome, selon moi, c'est un standard. Paragangliome et une tumeur rare. Ça, honnêtement, durant mon curriculum de médecine, je n'ai jamais entendu parler de l'ostéomalacie oncogénique. Et depuis que je fais de l'imagerie, les tumeurs neuroendocrines, mon Dieu, que j'en entends parler. C'est une tumeur qui est rare. On en reçoit environ 1 ou 4 mois, mais ça nous permet de pouvoir localiser la lésion. Je vais vous montrer justement un exemple tantôt. Quelles sont les bonnes indications, selon moi, pour faire un examen à l'octréotate? Ben, c'est dès qu'on a une suspicion élevée d'avoir une tumeur qui a des récepteurs à la somatostatine. Ça peut être
Demandez, même si l'octréoscan est négatif, parce qu'on le sait, vous le savez tous maintenant, qu'un octréoscan peut être négatif, mais que l'octréotate peut montrer plein de lésions. Donc, c'est une façon de pouvoir avoir accès à l'examen. Lorsque le FDG est négatif, vous l'avez vu tantôt, j'avais un bel FDG négatif avec le sucre radioactif qui était négatif, mais l'octréotate était positif. Lorsqu'on suspecte vraiment, là, vous avez des marqueurs sanguins, il y a une tumeur neuroendocrine quelque part, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on le demande. Ou lorsqu'il y a une lésion qui est tellement bien cachée qu'on a de la misère à aller biopsier, que ce serait trop dangereux à aller biopsier, à ce moment-là, l'octréotate devient disponible. Un exemple ici de tumeur neuroendocrine avec des lésions au niveau du foie, lésions au niveau du pancréas. C'est, selon la littérature, c'est maintenant ce qu'on appelle le gold standard. Donc, lorsque l'examen il est disponible pour les tumeurs pancréatiques, ça devrait être fait lorsque c'est disponible. Pour les tumeurs, les phéochromocytomes et paragangliomes, qui font partie du spectre également des tumeurs neuroendocrines, mais d'une autre nature, j'en ai imagé au niveau des surrénales, très facile à imager. Ici, c'était une lésion au niveau du sinus carotidien, donc qui était accolée au niveau de l'artère carotide, très petit. Là. Cette lésion-là mesurait environ 3-4 mm, mais regardez comment elle est intense. Personne ne peut rater cette lésion-là, c'est impossible. Et ça ici, c'était quelqu'un qui se présentait avec des symptômes au niveau des oreilles, des bourdonnements au niveau des oreilles. On lui fait une imagerie, on lui trouve une tumeur neuroendocrine, un paragangliome, qui était à la base du crâne et qui allait toucher au niveau du tympan, qui lui causait ces symptômes. Donc, vous voyez toute la puissance de l'examen. Honnêtement, il faut être, moi je pourrais dire, colorblind du noir et blanc pour ne pas voir ces lésions-là. C'est tellement évident, c'est noir, c'est intense. C'est, comme je vous disais tantôt, c'est la plus belle tricherie qu'on ne peut pas avoir en médecine. L'ostéomalacie oncogénique, donc ça ici, c'est une personne qui, pendant de longues années, avait de l'ostéomalacie. Donc ça, c'est des os qui ont de la misère à se calcifier. Les os sont, moi je pourrais dire, peu denses, c'est des personnes qui font des fractures à presque rien. Et c'est occasionné par une petite tumeur qui peut avoir quelques millimètres, mais elle peut être cachée n'importe où dans le corps, de la tête jusqu'aux orteils. Si on arrive à la localiser et à la retirer chirurgicalement, la personne avait des chances d'être guérie à la vie de cette tumeur-là neuroendocrine. Ici, c'est un exemple, mais cette personne-là, regardez, on lui a trouvé une petite lésion ici au niveau de son tibia, au niveau de sa jambe. On regarde également, là, on lui trouve une seconde lésion ici au niveau d'une vertèbre. Donc, cette personne-là, on attend son suivi pour savoir si maintenant elle a été guérie suivant son imagerie et sa chirurgie. Ça va être très intéressant de le savoir dans le futur. Cancer du poumon, c'est un autre exemple ici de FDG négatif pour une lésion pulmonaire. Et regardez ici à l'octréotate, le carcinoïde typique au niveau pulmonaire. Encore là, ce n'est pas une lésion que personne pourrait manquer. Un autre bel exemple ici, une métastase au niveau de la racine du mésentère, donc à la portion centrale du ventre. Vous avez ici, ça c'est la horte, ici c'est la cave inférieure, et juste en avant, vous avez une lésion. Et ça, c'était une lésion qu'on suivait à l'imagerie depuis de nombreuses années, qui ne grossissait pas, mais la personne présentait quand même des symptômes. Le chirurgien a décidé à ce moment-ci que si la lésion elle est unique, qu'on va opérer pour aller enlever la lésion et probablement que la personne va guérir. On lui a fait une imagerie à l'octréotate et l'imagerie à l'octréotate nous montre très bien que la lésion que l'on suspectait comme étant la tumeur neuroendocrine, elle est très visible. Par contre, si vous regardez, il y a une anomalie également qui tourne ici, juste au niveau du thorax, derrière le cœur. Avec nos appareils, on regarde plus attentivement et on se rend compte qu'il y avait un petit ganglion de 5 mm. Regardez entre vos doigts le 5 mm. C'est extrêmement petit. Donc, on a réussi à localiser une petite métastase à distance. Et ça, c'est le genre de choses que l'on trouve à l'imagerie qui change énormément la prise en charge. Ça peut passer d'une chirurgie à une non-chirurgie ou à une chirurgie différente, mais en moyenne, lorsqu'on fait une imagerie à l'octréotate, dans environ une fois sur deux, on va trouver des lésions qui étaient insoupçonnées. Et généralement, c'est des lésions qui vont mettre à la hausse le stade de la maladie. Donc, ce n'est pas un test d'imagerie
qui vous rend moins malade. C'est un test d'imagerie qui risque de vous montrer que vous avez plus de maladies que vous en avez en réalité une fois sur deux. Et parfois, on trouve même des surprises. Ici, vous avez un exemple d'une lésion à l'intérieur du cœur. Donc, le cœur qui est un muscle. Le test de l'imagerie nous a pointé directement ici une lésion à l'intérieur du ventricule droit. Donc, lorsque je vous disais que la lésion peut se cacher n'importe où, c'est un bel exemple. Vraiment, vraiment n'importe où. L'Institut de santé, en 2017, a statué sur ses travaux et a dit officiellement pour le Québec que la TEP-TDM utilisant le Dotatate est recommandée là où disponible pour le bilan initial des tumeurs neuroendocrines prouvées ou pour la caractérisation des lésions pancréatiques indéterminées. Donc, le ministère, l'Institut de santé reconnaît le test d'imagerie comme étant un examen qui est utile dans ces conditions-là. Moi, je vais rajouter également que c'est un examen qui est très utile pour évaluer l'extension de la maladie avant de faire une chirurgie. Pour localiser, elle est où la source primaire lorsqu'on a découvert une métastase. Confirmer le diagnostic lorsque on a une lésion qui est non biopsiable. Il y a plusieurs raisons où est-ce que l'examen va donner un plus dans la suite de vos traitements. Et c'est vraiment là qu'il faut s'attarder. Il y a des limitations, hein? Malheureusement. Ce n'est pas un examen qui est disponible, c'est un examen qui est un petit peu dur à réaliser, ce qui explique pourquoi il n'y a pas grand centre hospitalier au Canada qui l'offre. Parce que, un, c'est un produit qui est non commercial. Donc, on ne peut pas arriver et dire j'achète le produit d'une compagnie. Donc, à Sherbrooke, il a fallu tout développer, écrire les protocoles, convaincre Santé Canada, s'acheter les équipements, tout faire pour être capable de faire le test d'imagerie. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on le fait très, très bien. Une autre complication, c'est que la fameuse lumière, le gallium-68, il faut se le procurer en quelque part, le gallium-68. Son gros défaut, c'est que ça dure 68 minutes, le produit. Hein? Le concept de demi-vie, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi le concept de demi-vie. Puis ça, c'est vrai pour tous les tests de médecine nucléaire. La radioactivité, là, on ne peut pas en accumuler sur le bord du comptoir puis laisser ça là. Hein? On ne peut pas en storer, on ne peut pas en faire, on ne peut pas en garder en banque. C'est quelque chose qu'on produit et qu'on perd constamment à chacune des secondes. Donc, lorsque je vous dis qu'un produit a une demi-vie de 68 minutes, ça veut dire que si j'ai une fiole ici qui a 100% de radioactivité, dans 68 minutes, il va en rester 50%. 68 minutes plus tard, le 50% du 50%, 25, 12,5. Donc, vous comprenez que lorsqu'on a un isotope à 68 minutes, si on perd notre temps, ben, on perd du produit. Puis en bout de ligne, peut-être qu'il n'en restera même pas assez pour faire une personne. Donc, un générateur de l'huile. Puis, honnêtement, ça ressemble à une machine à café. Hein? Tout le monde est d'accord qu'un générateur ressemble à une machine à café. Parce qu'en réalité, c'était une machine à café. Ça, c'est le vrai générateur, ici. Le générateur, j'appelle ça un petit peu ma machine à expresso, parce qu'en réalité, c'est comme un principe qu'on pèse sur un bouton, et notre produit, on l'a à l'autre bout. Là, on passe du liquide à l'intérieur du générateur, c'est de l'eau, et à l'autre bout, on a du gallium qui sort. Donc, ce petit générateur-là nous dure 271 jours au coût de 45 000 $, et il faut le changer constamment parce qu'il s'épuise, parce que lui-même, il est radioactif avec une demi-vie. Donc, ce qui explique que c'est toujours vouloir recommencer la roue, puis c'est une course contre la montre. Donc, comment maintenant vous pouvez avoir accès à cet examen-là, vu que c'est un produit qui est non homologué? C'est en participant à un projet de recherche. Le projet de recherche il est relativement simple. Hein? On est là pour recueillir les effets secondaires suite à l'injection du produit. Donc, on vous injecte le produit, vous n'avez pas d'effets secondaires, c'est beau. De toute façon, on ne s'attend pas que vous ayez d'effets secondaires. Et si vous en avez, on les prend en note, on les suit, et on essaie d'établir le registre d'efficacité et de sécurité d'utilisation du produit, tout en sachant que le produit il est hautement sécuritaire, parce qu'on fabrique tellement d'isotopes à Sherbrooke que nos protocoles sont certifiés Santé Canada, et on garantit que nos produits suivent exactement la règle et qu'ils ne sont pas supposés être dangereux. Donc, si vous avez une tumeur neuroendocrine ou que votre médecin pense que vous pourriez avoir une tumeur neuroendocrine qui a des récepteurs à la somatostatine, une lésion prouvée versus non prouvée, bien, vous êtes éligible à ce test d'imagerie. Ce qui veut dire que finalement, tout le monde
peut être éligible au test d'imagerie. Ça peut être des marqueurs élevés, mesurer la réponse au traitement, ou le Dr Beauregard qui nous réfère des examens en vue d'une PRRT, donc une thérapie aux radiopeptides. Donc, c'est plein de raisons comme ça que l'on accumule, qui fait que vous pouvez avoir très facilement, puis Mme Risdon l'a dit tantôt, vous êtes rendu à votre 3e examen. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes au Canada qui peuvent dire qu'il a déjà rendu à 3 examens à l'octréotète. Et probablement que 3, c'est probablement la moyenne. Probablement, je parlerais peut-être même plus de 5-6 pour certaines personnes qui ont déjà eu accès à l'examen. Ce qui démontre que c'est accessible. Les critères d'exclusion, si vous pensez ne pas être capable de rentrer à l'intérieur d'un endo pendant 25 minutes, vous nous le dites, on peut essayer de trouver une façon de vous rentrer à l'intérieur, de vous donner peut-être un calmant, un anxiolytique, pour rendre l'expérience agréable. Mais habituellement, je ne connais pas grand monde qui est claustrophobe, qui refuse l'examen. Avoir déjà fait une réaction allergique à l'octréotète, j'en ai jamais vu de réaction allergique. Quelqu'un qui a une grossesse, tout produit radioactif dans un contexte de grossesse, je trouve que ce n'est pas une bonne idée, donc ce n'est pas quelque chose de différent. Et le dernier, c'est le patient lui-même qui refuse de vouloir accéder à l'examen, parce que oui, ça existe. On a entendu tantôt les personnes, justement le témoignage du médecin qui ne connaît pas trop la maladie, qui ne dit pas comment ça fonctionne. Ben, il y a des patients qui se font dire « je vais t'envoyer passer un examen en ne lui disant pas pour quelle raison qu'il lui fait passer l'examen, parce que le médecin n'a aucune idée. » Donc, nous, on lui explique, on lui dit le titre du projet, c'est de l'imagerie des tumeurs neuroendocrines. Le patient, ben, je n'ai pas de tumeur. Donc, déjà là, la communication du médecin qui prescrit l'examen et de la personne qui doit s'inscrire au registre pour le projet de recherche, il y a déjà un problème qui arrive parfois. Donc, je crois que c'est quelque chose que vous devez être au courant. Aujourd'hui, en attendant qu'il y ait une homologation, vous devez consentir au projet de recherche pour pouvoir avoir accès à votre examen. Et tout ce qu'on s'attend de vous, c'est de juste de nous dire des effets secondaires, et ça se fait extrêmement bien. Maintenant, qui paie pour cet examen-là? Bon, pour ceux qui ont dû aller hors Canada parce que l'examen n'était pas disponible, on parle d'un examen qui coûtait 5 000 US, 5 000 €. Ça, c'était juste pour avoir le test d'imagerie. Ça n'inclut pas le billet d'avion, ni l'hôtel, et non tout ce qui s'en occupe. C'était un examen qui était très, très dispendieux. Un octréoscan au Canada, juste le petit produit radioactif, lorsqu'on en le commande, ça coûte 1 600 $. Donc, quand vous manquez votre rendez-vous et qu'on ne peut pas l'utiliser chez quelqu'un d'autre, c'est 1 600 $ qui ne servira pas. Donc, il faut être à l'affût qu'il y a des coûts de rattacher à ça. Le coût de l'octréotète à Sherbrooke, le produit 600 $. OK? Donc, à chaque fois que l'on fait un octréotète, en gros, on économise. On fait économiser au système de santé. On peut faire 2 à 3 octréotètes pour le coût d'un seul octréoscan. Le seul défaut, c'est que vous devez vous déplacer à Sherbrooke pour venir nous rencontrer. Mais comme je vous disais, on est très sympathique. Et l'examen est couvert par la RAMQ, donc ça ne vous coûte rien. Et même, ça fait faire des économies au Québec. Et on espère bien que d'autres centres hospitaliers, dont celui à Dr Beauregard, puissent être en ligne, parce qu'on est convaincu que c'est le meilleur examen et que c'est la meilleure façon également, en tant que gestionnaire du système de santé, de faire des économies. Pour les patients de l'Ontario et des autres provinces, il leur faut une approbation nécessaire. Et lorsque la province accepte, le patient peut venir à Sherbrooke pour avoir cet examen. Donc, les patients québécois, vous n'avez aucune limitation. Ça se limite à une requête qui est envoyée à Sherbrooke. La requête, elle n'aura pas d'obstruction. Si elle est justifiée, vous allez être appelé pour avoir votre examen et vous allez avoir votre rapport. Et tout ça sans avoir besoin de demander une préapprobation, une autorisation à avoir un examen pour votre santé. La demande d'examen, ce n'est pas tellement compliqué. On envoie ça par fax. Il y a certains médecins de McGill qui m'envoient directement par courriel. On est facilement trouvable sur Internet. Donc, une simple requête envoyée. On vous appelle, on vous cédule, on vous explique le tout. On vous prépare pour l'examen et vous vous présentez et c'est réglé. Et on reçoit souvent des petites questions à chaque fois qu'on a des personnes. Donc, la première, c'est que si votre médecin se met à vouloir alterner entre des imageries à l'octréoscan versus des imageries à l'octréotète, puis que ça ne suit pas une logique, bien, en réalité, c'est que si
votre médecin décide de vous suivre par un type d'examen, c'est préférable de toujours continuer avec le même examen. Donc, s'il décide de ne pas vous faire suivre un octréotate puis d'y aller avec de l'octréoscan, il devrait toujours continuer avec le même examen. Parce que sinon, on va se ramasser avec une étude qui ne monte rien, une étude qui monte plein d'affaires, après ça, tout va disparaître, tout va revenir. On ne peut pas mélanger les deux types d'examens. Lorsqu'on fait le changement vers un, on le continue jusqu'à la fin. Ensuite, vous recevez des injections de somatostatine à longue action. Est-ce que ça peut nuire à votre examen? La réponse est probablement que oui. Et à ce moment-là, on va vérifier avec vous si c'est possible de ne pas avoir votre prochaine injection ou de ralentir ou de prendre moins de médicaments. Si vous dites c'est impossible, si j'arrête de prendre ma somatostatine, j'ai des symptômes puis ça ne va vraiment pas, bien à ce moment-là, on va vous dire de le continuer et on va séduire l'examen pareil. Selon moi, ça ne cause pas de problème de faire un examen sous somatostatine, mais pour vous donner le plus de chances d'avoir le meilleur examen possible, on va tenter de ne pas l'avoir entre les jambes. C'est juste une question de philosophie. Et ensuite, est-ce que je devrais avoir un octréoscan versus un octréotate? Bien, la réponse elle est relativement simple. Hein? Pour la question du coût, pour la question de l'efficacité de l'examen, pour la question de la dose et de tout ce que vous venez de voir qui va être utile pour passer votre examen, que vous allez passer dans 2 semaines, il n'y a aucune raison valable d'avoir un octréoscan lorsqu'un octréotate est disponible. Vous voulez voir l'évolution? Nos départs, le orange, c'est Sherbrooke. Le gris, c'est tout ce qui est à l'extérieur de Sherbrooke depuis juin 2016. Regardez la croissance de la demande des examens à l'octréotate. Maintenant, les milieux extérieurs à Sherbrooke demandent beaucoup plus d'examens. Et le bleu, vous voyez ici, c'est l'Ontario. L'Ontario commence également à prendre le pas et à s'en aller discrètement vers l'octréotate. Donc, je crois qu'on peut dire qu'on s'en va vers une belle victoire. La victoire, actuellement, elle est au Québec, mais là, on travaille maintenant à la porter ailleurs dans le Canada. Merci. Bonjour, est-ce qu'il y a des questions pour Dr. Oui, Vincent? Entre le moment où vous recevez une demande et on puisse passer l'examen, on parle d'un délai de combien de temps? Bon, le délai il est très variable parce que chacune des demandes est regardée à la pièce. Donc, c'est pas vrai que dernier arrivé, dernier servi. On regarde où est-ce que vous êtes à l'intérieur de vos traitements et en quoi qu'un examen fait demain matin pourrait orienter vers un autre traitement. Donc ça, c'est ce qui va faire que vous allez passer à l'intérieur de la semaine qui vient ou si vous allez passer plutôt dans le mois qui vient. Donc, tout ce qui s'appelle chirurgical, pas chirurgical, ou en vue d'une ablation ou en vue de faire une thérapie au radiopeptide, ça, c'est des examens qui passent très rapidement. Par contre, le suivi symptomatique ou asymptomatique, où est-ce qu'on ne pense pas que la maladie elle a progressé, celle-là, elle va probablement attendre 1 mois et demi. Aujourd'hui, à Sherbrooke, on produit près de 50 examens semaine. Il y a 1 an, je ne pensais jamais qu'on était à aller jusqu'à ce rythme-là. C'est quand même beaucoup, 50 examens semaine. On a la capacité de pouvoir augmenter jusqu'à 80 examens semaine avant de pouvoir atteindre la saturation. Moi, tout ce que je demande à mes équipes, c'est de regarder ce qui rentre et de niveler pour qu'une personne attende pas tellement plus qu'1 mois pour son examen. On est très pointilleux là-dessus. On essaie vraiment de stabiliser, quitte à faire plus d'examens pour tamponner, parce qu'il nous reste encore un peu de jeu. Merci. Vous avez parlé que suite à l'examen, vu que c'est de la médecine nucléaire, on est un peu radioactif. À quelle distance qu'on est radioactif dans le contexte que, mettons qu'on a des jeunes enfants à s'occuper, des bébés de moins d'1 an, à quelle distance qu'on doit rester d'eux pendant combien de temps? Bon, ça va toujours dépendre du type de produit qu'on va utiliser. Au gallium-68, je te dirais que 6 heures plus tard, tu peux coller qui tu veux, puis ça ne causera pas de problème. Par contre, si on utilise des examens comme de l'iode 131, coller le petit bébé pendant, je ne le collerai pas pendant au moins 2-3 jours, le temps, peut-être même 1 semaine.
pour baisser la captation. Ça, c'est une question qu'il faut vraiment que vous posiez lorsque vous avez votre examen. Si vous passez un examen en médecine nucléaire, que vous pensez être en contact avec une femme enceinte, avec un bébé, ou que vous allaitez, ou que vous pensez traverser la frontière vers les États-Unis, ça, c'est toutes des raisons que vous devriez avoir pour la capacité de pouvoir poser la question aux spécialistes en médecine nucléaire qui vont vous dire quoi faire en fonction de ce que vous avez reçu. Là, aujourd'hui, je ne peux pas donner une recette générique parce que c'est vraiment du pièce par pièce. Et de donner même les approbations nécessaires si, par exemple, tu devais te rendre aux États-Unis parce que c'est certain, si tu es radioactif, tu ne passeras pas la frontière. Merci. Je voulais juste savoir qu'est-ce que vous avez comme plan ou projet pour passer l'information aux oncologistes que vous avez passé aujourd'hui. Évidemment, moi, Monique est une patiente. Moins d'un an passé, c'est fait dire par un oncologiste que le gallium-68, c'était une perte de temps pour elle, ça ne l'aiderait pas, ça ne changerait pas les traitements. Elle vient d'avoir un gallium au mois de janvier. Les traitements vont tous être changés à cause du gallium-68. Puis on nous a dit, même avec le test, les mots étaient « je suis contre ça, c'est pas nécessaire, puis ça ne changera pas les traitements parce que vous avez des métastases l'autre fois. » Là, on voit que c'est parce qu'il y a eu des malcaptations, donc on sait que c'est pas pareil, mais on va avoir tous les résultats le lundi qui s'en vient. Fait que, qu'est-ce qu'on fait pour passer l'information aux oncologistes que oui, ça devrait être fait? Écoutez, ça, je vous dirais que ça fait partie de notre problème de la vie courante. Vous savez, le TEP-scan, ça a commencé au Québec en 1998. Okay? En 1998, un TEP-scan pour un cancer du poumon, c'était probablement la pire chose à faire. Hein? On n'en fait pas des TEP-scans parce que vous nous montrez de la maladie qu'on ne voit pas sur d'autres tests d'imagerie. Vous n'avez pas raison. Puis vous nous causez des problèmes. Et tout ça mis dans un contexte qu'un oncologue, ça suit des protocoles. Donc, si le protocole, c'est marqué que tel type de cancer, je le suis par un CT scan, ben, il va faire comme son voisin. Okay? Parce qu'il veut donner la même chance que la personne d'à côté. Par contre, lorsqu'on arrive avec des nouveaux tests d'imagerie comme ça, je vous dirais que ça fait des bonnes batailles dans les départements. Okay? Moi, honnêtement, quelqu'un qui me dit que je n'ai pas besoin de l'octérioscan, je ne vais pas arriver puis lui dire, le confronter. Je me dis qu'à un moment donné, il va s'en rendre compte, puis il va finir par pouvoir faire son examen. Ça, c'est de mon côté, mais de votre côté, c'est une autre histoire. Ouais. Hein? Lorsque vous avez quelque chose de disponible, puis je suis convaincu que bon nombre d'entre vous, vous pouvez proposer des choses à votre docteur, mais si votre docteur décide que c'est non, la réponse risque d'être non. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut être difficile. Nous, on a assumé que c'est parce que c'était pour coûter bien trop cher. Non. Écoutez, on l'a vu ce matin, on a vu des présentations que le gallium n'est pas disponible, le gallium ci, le gallium ça. Même ce matin, on entendait des choses comme si l'examen était pas si clair si on pouvait y avoir accès. Et pourtant, l'examen, il est bel et bien réel, il est bel et bien accessible. Probablement que si je demandais qui a eu des gallium-68 dans la salle, il y a probablement quelques personnes qui vont lever la main. Donc, l'examen, il est là. Et je suis pas mal convaincu que les oncologues qui sont connaissants et qui ont des groupes multidisciplinaires pour les tumeurs neuroendocrines, le gallium-68 va être intégré à l'intérieur de leur clinique. Selon moi, c'est une question de temps. S'ils ne veulent pas le faire, s'ils disent que c'est pour rien changer, ben, il faudrait juste peut-être leur questionner et s'ils trouvaient quelque chose, comment ça changerait. Okay? Qui vous explique en quoi ça ne changerait pas. Si l'examen, vous jugez par la suite que la réponse, que peu importe le scénario, qu'il n'y a rien qui change, ben, il n'y a rien qui va changer. Si par contre, il dit, ben, si on trouvait une lésion, par exemple, au niveau d'un os, je ferais quelque chose de différent, ben là, je pense que vous venez de mettre le pied dans la porte, là, pour lui dire... C'est l'endocrinologiste, finalement, qui a référé pour plutôt que l'oncologiste. L'oncologiste a dit non, puis 6 mois plus tard, l'endocrino a dit je veux vous parler d'un test qui serait très bénéfique, possiblement. Et là, ben, ça a été fait. Mais tu perds un an, là, tu passes un an à attendre.
La beauté du test d'imagerie, là, c'est qu'il faut juste qu'il y ait un docteur qui le demande. OK? Peu importe c'est qui, là, moi je ne regarde pas le nom. Docteur Turcotte, est-ce que je peux intervenir Oui. au nom de CNET Canada? C'est une des choses, on est toujours très courant avec cette situation. Il y a deux façons de faire. Est-ce qu'on peut commencer à dicter à les gens qui font leur telle chose? C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé comme une politique de CNET Canada et qui ramasse, expliquer les gens partout au Canada les possibilités qui existent, les nouvelles technologies, parce que, par exemple, l'Europe est toujours plus avant-gardiste que nous pour le traitement de Net Canada. Donc, on pensait que la meilleure façon de faire, augmenter les connaissances de cette chose. Souvent, on organise les conférences pour lesquelles les Continuing Medical Education Credits c'est disponible pour les médecins. Donc, peut-être ça arrive tranquillement. Vous avez bien dit que vous êtes très politiquement correct pour donner la bonne réponse. Je sais parce qu'on n'est pas ici pour partir avec chacun. On bouge ensemble. Et le CNET Canada fait beaucoup d'efforts dans la même direction. On aussi frappé sur le mur. Souvent, ça arrive qu'on essaye quelque chose, on donne le pamphlet pour le neuroendocrine tumor à la clinique et tout est jeté dans le recyclage facilement, rapidement. Donc, on a reçu beaucoup de réponses. Si on travaille ensemble, comme vous autres ici et partout au Canada, il y a des groupes comme ça, comme on est ici, on est capable. On est capable de changer tranquillement, mais un jour, ça arrive qui peut-être qu'est-ce que vous avez trouvé après un an, que le traitement c'est possible, le diagnostic c'est possible. On continue d'essayer. Garde un espoir pour cette possibilité. C'est nous qui en travaillons ensemble. Okay? Merci. Naturellement, la difficulté se trouve beaucoup sur le fait que l'examen, on l'a au Québec, on ne l'a pas ailleurs, bien à l'extérieur de la province, ce qui crée déjà là une façon différente de suivre les tumeurs. Donc, les patients québécois pourraient être suivis d'une façon différente que les patients ontariens. Donc ça vient comme bouleverser également les façons de faire. Et c'est juste une question de temps. Lorsque l'examen va être disponible partout et que tout le monde va avoir appris à vivre avec l'examen, ça va se faire de façon naturelle. Mais là, actuellement, on est plutôt encore dans une période de confrontation. Et cette période-là, on doit la vivre. Je la vis constamment là, depuis 1998, là, avec tous les tests d'imagerie que je veux lancer. Là. Mais il ne faut pas lâcher, il faut garder le moral, puis à un moment donné, tout le monde va en bénéficier. Je suggérerais qu'on aille à la pause, au moins aller à la salle de bain et revenir. Si on prenait une plus petite pause, qu'on revient le plus vite possible pour continuer, parce qu'il est déjà 3 heures. Puis on est supposé terminer à 4h30. Puis on a Dr Beauregard, puis je suis certaine qu'il va être aussi intéressant, et Dr Shaw sur la recherche fondamentale. Oui. OK? Un 10 minutes, c'est tout de pause.